Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue à votre magazine de décideurs. Vous le savez certainement, chaque samedi, on se retrouve pour partager sur une question. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous l'honorable Kalamba Ngindou Jean-Louis. Il est élu de Lubumbashi, UDPS, honorable député provincial. Il est également coordonnateur national de ADFAT, Alliance de démocrates fascistes. Honorable, bonsoir. Bonsoir. Vous allez très bien? Oui, ça va très bien. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la question sur la coalition FCC Cash, mais également tout ce qui lie un peu votre parti, l'UDPS, mais aussi votre président national du parti. Ok. Voilà. Alors, quelle est déjà l'importance de mettre en place la coalition FCC Cash? Est-ce que cela a été important? Oui. Cela a été décidé et voulu par la population, comme le chef de l'État n'a cessé de le dire. La coalition, aujourd'hui en RDC, c'est un impératif. Parce que, à l'issue des élections de 2018, le peuple a décidé que la majorité présidentielle soit accordée au camp Cash, qui est bien sûr présidé par le président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Et la même population a décidé ou a élu en majorité les élus ou les députés nationaux comme provinciaux FCC. Ce qui veut dire que nous nous retrouvons dans une situation où le chef de l'État n'a pas la majorité au sein des assemblées provinciales et au sein de l'Assemblée nationale. Et là, il n'y a que deux choix. Soit nous optons pour la coalition, de telle sorte que nous puissions co-gérer le pays pendant ce quinquennat, nous qui n'avons pas eu la majorité parlementaire, mais qui avons eu la majorité présidentielle, avec le FCC qui a la majorité parlementaire et non la majorité présidentielle. Un autre choix, c'était celui de ne pas coaliser, de laisser les choses évoluer telles qu'est décidé par les souverains primaires, et cette fois-là, nous serions dans la cohabitation. Donc le chef de l'État cohabiterait dans la gouvernance avec un Parlement dont il n'est pas majoritaire, que ce soit au niveau national ou au niveau provincial. Et des génies de maître et d'autorité, les deux autorités morales, j'entends par là Félix Antoine Tshisekedi, autorité morale du Cash, et Joseph Kabila, autorité morale de FCC, ont décidé, et je pèse bien mes mots, ont décidé ou se sont mis d'accord pour pouvoir évoluer dans la coalition et non dans la cohabitation. Et nous tous, qui sommes bien sûr les lieutenants de tel ou de tel autre camp, nous avons pour mission ou nous avons pour objectif de pouvoir les accompagner, si réellement nous sommes avec eux. Vous m'avez présenté comme étant coordonnateur national de l'ADFAT, Alliance des démocrates fascistes. Moi, je suis fasciste. Je soutiens Félix Antoine Tshisekedi, et dans sa gouvernance et dans toutes ses actions. Et aujourd'hui, parce que il a décidé que nous soyons dans la coalition, je ne peux qu'évoluer dans ce sens et je ne peux que l'accompagner dans la coalition. Voilà, nous sommes dans la coalition. Nous sommes dans la coalition, mais on a l'impression d'être dans une cohabitation. Il est de choses qui, à ce jour, ne se font pas selon la logique de la coalition. Est-ce que cette union, est-ce que ce mariage est sincère? Comme tout mariage, il y a toujours des soubresauts, il y a toujours des petites difficultés qui sont inhérentes à la nature humaine. Comme je l'ai dit, la coalition a été d'abord décidée par nos deux autorités morales. Honnêtement, je le dis toujours, s'il avait été demandé à nous, soit Cash ou FCC, de décider sur la coalition ou non, je suis sûr qu'à 90%, nous tous nous dirions non. Nous n'allons pas accepter la coalition. Parce que nous venons... Nous venons d'une situation très difficile. Nous avons
cohabiter dans une difficulté que tout le monde est censé connaître et maîtriser. Donc UDPS, être à côté de PPRD, cache à côté de FCC et faire route ensemble, c'est quelque chose qui était inimaginable. Mais, comme je l'ai dit, nous sommes derrière nos leaders, nous sommes derrière nos autorités morales. Voilà pourquoi cette question a d'abord été débattue entre eux deux. Et lorsqu'ils ont trouvé que c'était impérieux, que cela puisse s'appliquer, ils nous ont demandé de pouvoir les soutenir. Quitte à nous de voir, soit nous sommes avec eux et nous faisons route ensemble, ou nous ne sommes pas avec eux et nous nous écartons de leurs orientations. Et ça, c'est le choix responsable que tout politicien doit faire. Soit vous êtes avec votre leader et vous le suivez parce que vous lui faites confiance, ou soit vous n'êtes pas avec lui et auquel cas, ne lui demandez pas d'exécuter ce que vous voulez, dissociez-vous de lui. Ça, c'est la situation actuelle. Donc, au début, dans tous nos deux camps, il faut l'avouer, nous avons des aigris, nous avons des snobs, nous avons des personnes qui sont très cartésiennes, qui ne peuvent pas entendre et comprendre que FCC fasse route ensemble avec Cash, ou Cash fasse route avec FCC. Par rapport à ces personnes, il y a une difficulté d'intégration. Il y a une difficulté d'acceptation de la situation politique actuelle. Mais je suis sûr qu'avec le fil de temps, ces personnes vont se remettre à l'idée que nous devons considérer que nous n'avons que la RDC comme un patrimoine commun. Si nous voulons la RDC et si nous voulons le bien-être de notre population, nous devons prendre des fois des mesures et des décisions qui sont contre nature, mais qui vont dans le sens du bien-être de notre population. Vous évoquez la question de mesures et décisions qui sont contre nature. Votre parti s'est illustré en étant beaucoup plus proche de la base. À ce jour, votre base n'admet pas que vous devriez encore une fois de plus cheminer avec le camp FCC. Et on sent petit à petit que l'UDPS commence à tourner le dos à sa base. Est-ce que cela prouve à suffisance qu'il y a eu un deal qui vous a porté au niveau présidentiel et qu'à ce jour, la base ne représente plus rien pour vous, les tenants du parti? Je ne pense pas. Mais je donne cette erreur à nos leaders. À nous qui sommes leaders d'opinion, à nous qui sommes lieutenants de Félix Antoine Tshisekedi, nous n'avons pas fait notre travail. De la présidence de la République. Oui, je dis, il n'y a pas eu de deal. D'emblée, c'est ce qu'il faut se mettre en tête. Lorsque la coalition FCC a gagné les élections présidentielles, réellement, en vous regardant droit aux yeux, je vous dis, UDPS a gagné la présidentielle de 2010. Mais, comme je l'ai dit, c'est le rôle de nous qui sommes des leaders dans tous les deux camps de pouvoir intérioriser le bienfait de la coalition dans nos bases. Nous ne l'avons pas encore fait. Vous allez voir que tout ce que nous avons comme situation difficile, c'est, pour ne pas dire orchestré, mais c'est voulu par ceux-là qui sont censés orienter la base. Ceux-là qui sont censés se mettre à côté, pour ne pas dire derrière, les autorités morales. Les jours que ces leaders vont comprendre que la coalition, pour ces jours, est vraiment salvatrice pour notre pays, je suis sûr que dans les 4 ans qui nous restent, le Congo va décoller. Je suis sûr. Donc, la faute n'est pas à donner aux autorités morales ou à donner à la base. La faute nous incombe à nous. Combien de fois nous avons parlé des bienfaits de la coalition à nos bases, que ce soit au FCC ou au CACH? Non. Jusque-là, beaucoup sont en train de rêver et de ne penser que positionnement. Qu'est-ce que je veux être dans la coalition? Quel poste je veux pouvoir occuper dans la coalition? Voilà ce qui préoccupe beaucoup de nos leaders. Et par rapport à ça, ou face à ces égos, face à ces intérêts égoïstes, je ne pense pas que la base sera éclairée et la base pourra intégrer et accepter d'accompagner la coalition.
Voilà, on va quand même revenir à l'arrière après votre accession à la présidence de la République. Vous aviez pratiquement travaillé dans la cohabitation avec le ministre, un gouvernement que M. Félix Tshisekedi a trouvé à la tête du pays. C'était pratiquement la cohabitation, mais qui semblait marcher que pendant cette coalition. Il est de travaux qui ont été lancés, qui ont connu une évolution pendant que vous étiez pratiquement dans la coalition, que dans la cohabitation plutôt que dans la coalition. Qu'est-ce qui explique cela? Oui, c'est vrai, vous le dites bien, avec le gouvernement Tchibala finissant, le chef de l'État a eu à initier le programme de 100 jours. Oui. Et c'est vrai, nous avons vu qu'au démarrage... un programme qui a complètement raté. Pas nécessairement. Vous avez vu qu'au démarrage, les choses ont semblé bien marcher, ou sont bien parties, ce qui est vrai. Parce que c'était le démarrage. Toutes les entreprises, à majorité congolaises, qui ont reçu la bénédiction, qui ont eu la bénédiction de pouvoir gagner certains marchés lors de ce programme, ont reçu le premier financement. Et ils pouvaient se mettre à pied d'œuvre et nous avons vu cela. Mais à ce jour, nous sommes en cours d'exécution. Ces entreprises ayant été financées à grande partie ou à plus de 50%, doivent à ce jour soit obtenir un financement supplémentaire afin de continuer avec les travaux, ou soit elles doivent terminer le chantier tel que ça a commencé et obtenir le dernier paiement. Mais vous savez qu'avec le programme de 100 jours, le chef de l'État a remis sur le rail de grandes entreprises de l'État qui étaient mourantes. Même pas mourantes, qui étaient déjà enterrées. L'OVD et l'Office des routes. Ces entreprises ou ces institutions avaient à peine... Elles pouvaient à peine avoir 2-3 engins en bon état. Mais comprenez que ces entreprises, avec ce premier financement, devraient d'abord faire des acquisitions nouvelles, avoir de matériel, avoir des équipements qui pouvaient leur permettre d'aller jusqu'au bout des chantiers qu'ils ont commencés. Ne soyons pas de mauvaise foi. Comprenons les choses de cette façon-là. Donc là où vous deviez construire un pont, vous devez construire une route et que vous n'avez pas deux engins, avec le premier financement, vous vous dites, Dieu merci, c'est l'occasion d'avoir 2 tractopelles, d'avoir 2 bennes, d'avoir 2 compacteurs, ainsi de suite. C'est vrai que dans leurs calculs, ils peuvent s'être trompés, pensant qu'ils pouvaient beaucoup plus évoluer avec ce qui leur restait. À ce jour, nous sommes Congolais. Nous ne sommes pas là pour nous nuire, nous ne sommes pas là pour nous entreccuser. Trouvons une solution commode à la situation et voyons dans quelle mesure ces entreprises peuvent à nouveau être financées par rapport à ce qui leur reste et qu'on voit comment le programme de 100 jours peut être achevé. Voilà, on va rester... Mais je veux, par rapport toujours à ce programme, oui. Aujourd'hui, l'opinion nationale et internationale ne se focalise que sur les sauts de moutons. Parce qu'on s'est rendu compte que ces sauts de moutons n'ont pas vraiment évolué dans leur exécution. Et on s'est dit, le programme de 100 jours... Quand vous êtes sur Kinshasa, vous ne savez pas se mouvoir normalement parce que des chantiers qui ont duré plus d'une année jusqu'à ce jour qui n'ont pas évolué. Votre président du parti intérimaire a fait la ronde de ce chantier hier. Lui-même a constaté que le travaux n'a été fait qu'à 30%. Je pense que vous étiez à Kinshasa lorsque le boulevard Lumumba a connu l'agrandissement. Vous savez pendant combien d'années nous avons vécu les embouteillages? C'est plus d'une année. Mais c'était salutaire. C'était salutaire parce que ça a permis aujourd'hui d'avoir 4 bandes en aller, 4 bandes au retour sur cette grande voie nationale. Aujourd'hui, les sautes-moutons, c'est vrai, ça ne peut que causer des embouteillages parce que c'est un chantier. Le chantier doit être fermé pour éviter... Mais vous avez parlé de 100 jours, c'est vous qui avez parlé de 100 jours. Vous n'avez pas parlé d'une année ou de 2 ans. Vous avez parlé de 100 jours. Lorsque vous avez dans le 100 jours
un programme qui doit vous prendre 12 mois. Est-ce que c'est un programme réalisable dans 100 jours? Le 100 jours voudrait juste dire le 100 jours où le programme, où le chef de l'État pouvait étaler un programme d'urgence qui pouvait commencer, qui a commencé dans le 100 jours pour se terminer soit dans les 100 jours, soit après. Vous avez des travaux, et ça, vous, journalistes, vous ne faites pas publicité de ça. Vous avez des ouvrages qui ont été réalisés dans 2 semaines. Vous avez des ponts qui datent de depuis l'indépendance, mais qui ont été réalisés dans moins de 2 semaines. Ça, vous n'en parlez pas. Vous avez des barrages qui aujourd'hui donnent le courant dans certains coins de la République, de notre pays. Ça, vous n'en parlez pas. Mais vous vous focalisez seulement sur les sautes moutons. C'est de la mauvaise foi. Honorable Jean-Louis, on va un peu parler du cash, on va un peu éviter le FCC. Comment se porte la coalition cash elle-même? À merveille. Le moral est au zénith. La coalition se porte vraiment à merveille. L'UDPS veut la tête de Vital Kamerhe. Qu'est-ce que Vital Kamerhe a fait? En quoi est-ce que Vital Kamerhe dérange l'UDPS? Pour beaucoup, ils trouvent que l'UDPS en veut à Vital Kamerhe. Mais pour nous qui sommes UDPsiens, nous trouvons que c'est normal. Parce que nous sommes un parti démocratique. Nous sommes habitués à la démocratie. Chez nous, lorsqu'il y a une faille plutôt, lorsqu'il y a un méfait constaté dans le chef de qui que ce soit au sein du parti, commençant par la tête jusqu'à la base, nous les dénonçons. Nous ne nous voilons pas la face. Nous ne sommes pas des hypocrites. C'est ça la culture démocratique que Tshisekedi a inculquée en nous. C'est ainsi que vous avez vu Tshisekedi étant président du parti, mais il a eu des contradicteurs au sein du parti. Et ils ont évolué ensemble. Ça, c'est nous. Et nous pensons qu'avec nos alliés de cash, nous pouvons aussi nous dire des choses en face. Tenez, aujourd'hui, vous avez appris qu'à Kinshasa, la base est dans la rue. Oui. Mais la base ne nécessite pas... qui prend cette habitude de se comporter de la sorte, oui. 32 ans de lutte après, est-ce que vous étiez préparé à être au pouvoir? Nous sommes préparés... Au sein de l'amateurisme et au niveau de la présidence et dans le comportement de militants, est-ce que vous aviez vraiment été préparé 32 ans après à accéder à ce poste? Vous savez pourquoi le président, avant Ramaphosa, Zuma n'a pas terminé son mandat? C'est parce que la base lui a dit non. La base est partie dans la rue et lui a dit tu dérailles. Mandela, la même chose. C'est à ça qu'on va assister également avec Zuma, la même chose. Pour vous dire, nous ne sommes pas un parti de flatteurs. Lorsque ça ne va pas chez nous, nous passons sur des médias et nous disons chez nous ça ne va pas. Nous ne cachons pas comme les autres ce qui se passe très mal dans leur famille, et lorsque ça va rebondir, il y aura de l'incendie et il y aura du feu partout. À l'UDPS, ce n'est pas ça. Nous savons dire tout haut ce que les autres peuvent dire tout bas. Et cela, pas avec intention de nuire, mais c'est plutôt avec intention de faire comprendre aux dirigeants qu'à tel endroit, faites attention parce que vous risquez de dérailler. Et je vous confirme, je l'ai dit, l'UDPS sera toujours dans la rue toutes les fois que les choses ne marcheront pas. Et cela, soit avec un de ses membres, un de ses fils à la tête du pays, ou avec un contradicteur à la tête du pays. L'UDPS va toujours dénoncer, l'UDPS va toujours se mettre du côté de la population, parce que notre slogan, c'est le peuple d'abord. Est-ce que c'est un aveu pour dire qu'à ce jour, les choses ne marchent pas? Non, les choses marchent, mais nous trouvons qu'il y a à certains endroits, il faut recadrer. Et notre façon de nous exprimer, c'est la rue. Nous sommes un parti de la masse. Et la masse ne parle pas dans un petit bistrot. La masse ne s'exprime pas dans un salon.
la masse s'exprime publiquement en plein air et sur la rue, comme partout ailleurs. Même en France, les gilets jaunes sont dans la rue, c'est parce qu'ils ont quelque chose à revendiquer. Mais revenons à la question initiale. Qu'est-ce que vous reprochez à Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État? Je ne dis pas qu'aujourd'hui nous sommes sur la rue parce que nous reprochons à Vital Kamerhe quelque chose. Non, revenons à notre question de départ où on parlait de la santé du cash, qui est constituée principalement de l'UDPS et de l'UNC. Vous vous êtes réunis en retraite pour évaluer toutes ces alliances qu'il y a autour de vous entre le cash et le FCC. Mais parlant du cash, est-ce que déjà vous voulez le départ de Kamerhe à la tête du cabinet du chef de l'État? Vous êtes journaliste, je suis sûr que vous êtes mieux informé et vous êtes là pour informer aussi à bon escient la population. Nulle part dans notre conclave où, durant les 3 jours, nous avons parlé de la coalition FCC Cash, où nous avons parlé du mariage UDPS. Pourtant, c'est ce qui était annoncé au centre de votre retraite. Non. Lisez bien les communiqués, lisez bien toutes les thématiques prévues pour notre conclave. Nulle part, vous trouverez que nous devions évaluer la coalition FCC Cash ou le mariage UDPS INC. Nous avons évalué l'action de l'UDPS, pas du cash, l'action de l'UDPS pendant une année de prise de pouvoir. Et nous avons formulé des recommandations. Il n'y en a que 3. Et dans ces 3, nulle part nous parlons de l'UNC, nulle part nous parlons de FCC. Donc vous êtes journaliste, il serait mieux que vous puissiez donner la vraie information à la population. Parce qu'à ces jours, il y a une campagne de diabolisation de nos leaders de l'UDPS. Par là, j'entends le présidium de l'UDPS. Il y a des personnes qui sont animées de mauvaise foi, qui veulent opposer la base à ces leaders, ou qui veulent opposer l'autorité morale aux leaders de l'UDPS. Nulle part, nous avons analysé la coalition ou notre mariage. Nous avons parlé de nous UDPS. Nous avons parlé des nôtres qui entourent le chef de l'État. Mais Vital Kamerhe a un rôle très prépondérant aujourd'hui dans la présidence de l'UDPS, donc dans la présidence de la République gérée par UDPS, parce que Vital Kamerhe est directeur de cabinet. Un directeur de cabinet, ce n'est pas n'importe qui. C'est la personne qui gère le gouvernement, pour ne pas dire parallèle, qui est constitué des conseillers des chefs de l'État. C'est un gouvernement. Et le chef de ce gouvernement, c'est le directeur de cabinet. Et à ce jour, lorsque nous trouvons qu'il y a certains collaborateurs des chefs dans tel ou tel domaine qui ne sont pas à la hauteur, et ça je confirme, j'ai dit ils ne sont pas à la hauteur. Et je suis l'un de ceux-là qui avions demandé au chef de l'État de recadrer les choses et de revoir ceux qui sont dans son entourage. Ses conseillers, tous ses collaborateurs, il doit revoir et ça va être fait parce qu'il nous l'a promis. Et Vital Kamerhe étant celui-là qui dirige ces collectifs, il ne peut qu'être indexé. Pas pour dire que nous ne voulons pas de lui et nous voulons qu'il quitte de son fauteuil, non, parce que nous voulons de lui qu'il ait un œil regardant. Incapable de le mettre dehors par rapport à l'accord de Nairobi qui vous lie et qui voudrait que Vital Kamerhe soit le prochain candidat président de la République, que le cash devrait soutenir, lui qui est vraiment en exergue par rapport à l'échec de son jour, mais le chef de l'État ne sait pas prendre une décision parce que l'accord de Nairobi vous lie à Vital Kamerhe. Parlons de cet accord. L'accord de Nairobi n'a jamais prévu que Vital Kamerhe soit directeur de cabinet. Dans cet accord, parce que nous étions optimistes, nous pensions gagner et la présidence de la République et la majorité au sein de l'Assemblée nationale ou au sein du Parlement national. Et par rapport à cet accord, il est dit que Vital Kamerhe accepte de soutenir l'UDPS dans cette quête de pouvoir. Si cela se réalise, Vital Kamerhe serait chef du gouvernement. Mais les élections... Il serait candidat président de la République pour les élections de 2023. Merci de me parachever. Ça, c'est l'accord. Est-ce que l'accord a été exécuté? À ce jour, non.
Pourquoi? C'est parce que ce que nous nous sommes convenus, ou ce que nous avons donné comme conditionnalité, ne permettent pas qu'à ce jour l'accord soit appliqué. Vital Kamerhe n'est pas Premier ministre parce que l'UDPS n'est pas majoritaire à l'Assemblée nationale. Donc l'accord n'est pas appliqué. Alors ne me dites pas que lorsque ce premier point de l'accord n'est pas appliqué, non pas par mauvaise foi, mais parce que les cours des événements ne l'ont pas permis, alors ne nous imposez pas qu'en 2023, Vital Kamerhe soit candidat du CACH parce que l'accord le prévoyait. Non. Alors il ne faut pas appliquer 2 articles de l'accord et oublier les autres. Donc l'accord aujourd'hui, et je l'ai dit honnêtement, l'accord aujourd'hui entre FCC, plutôt entre UDPS et UNC, c'est un accord qui est à revisiter. Et lui-même, Vital Kamerhe l'a dit, il a sollicité à ce qu'il y ait une révisitation de notre plateforme CACH. Parce qu'il sait qu'il y a des choses que nous nous sommes promises qui sont difficiles à être réalisées aujourd'hui. Comme sa candidature à la présidentielle. Et comme sa présence à la primature. Mais est-ce que Vital Kamerhe est devenu un fardeau pour l'UDPS? Après tout ce qu'on a reproché, 15 millions de tournements, 100 jours, échec, il est finalement l'homme providentiel de la présidence. Je ne peux pas faire cette affirmation. Inamovible. Je ne peux pas faire... qui prône l'impunité, mais on sent que face à certaines choses, à ce jour, on est incapable de punir ceux qui détournent, de punir ceux qui sont à l'encontre de la Constitution. À ma présentation, il fallait aussi ajouter que je suis avocat de profession. Je suis juriste, constitutionnaliste et chercheur indépendant en droit électoral. Nulle part dans notre législation, la rétrocommission est une infraction. Nulle part. Que tout juriste, quel que soit son bord, passe à la télé demain auprès de vous et vous dise ce que Maître Jean-Luc Kalamba a dit, c'est un mensonge. Qu'il vous sorte le code pénal et qu'il vous donne l'article où il est prévu rétrocommission comme étant une infraction. Ce n'est pas une infraction. D'abord, 15 millions de dollars. Vous êtes journaliste. Vous êtes journaliste. Est-ce que vraiment... Vous êtes journaliste. Vous êtes journaliste. Avant de poser une question comme celle-là, je suis sûr que vous avez vous-même déjà la réponse. Soit vous le faites pour taquiner, ou soit c'est pour amuser la galerie. Pour éclairer l'opinion. Affaire 15 millions de dollars. Est-ce que vous, en tant que journaliste, vous avez déjà eu à analyser ce qui se passe ou ce qui s'est passé par rapport à ces 15 millions de dollars? Nous, on collecte le fait. Est-ce qu'on vous a dit que cet argent a été décaissé? Est-ce qu'on vous a dit que même pour décaisser cet argent, il faille obtenir la signature de Vital Kamerhe? Non. Non. Alors moi, je pense qu'à un certain niveau, il faut que vous, journalistes, vous aidiez la population, au lieu de pouvoir l'engloutir. Moi, j'aimerais que HK6, qui est une chaîne que je respecte beaucoup, une chaîne qui est composée de beaucoup de journalistes d'investigation, moi, j'aimerais qu'une fois pour toutes, vous meniez vos investigations et que vous éclairiez la lanterne de la population lechoise ou katangaise sur l'affaire 15 millions. J'aimerais que vous le fassiez. Et les jours que vous allez nous dire qu'effectivement, il y a eu décaissement ou même début de décaissement de ces 15 millions et que Vital Kamerhe serait cité, ces jours-là, je pense que vous aurez fait un bon travail pour la population. Donc, on comprend que vous n'en savez aussi pas quelque chose sur cette question, donc à ce jour... J'en sais beaucoup, mais je ne suis pas là, je ne suis pas journaliste pour informer. Je ne suis pas journaliste. C'est vous qui devez informer. Politique pour qui on reproche... C'est pourquoi je vous dis, il n'y a jamais eu décaissement et il n'y a jamais eu même début de décaissement de 15 millions. On soutient la rétrocommission. Pas de décaissement, mais on soutient que la rétrocommission n'est pas condamnable par la loi. Pourquoi ? S'il n'y a jamais eu décaissement, pourquoi dire que la rétrocommission n'a jamais été une infraction? Parce que ce n'est pas une infraction. Mais ces 15 millions ont été consommés ou ont été régulièrement consommés depuis des années. Pourquoi vous, journalistes, vous n'en avez jamais parlé? Ou aujourd'hui, c'est parce qu'il s'agit de Vital Kamerhe? Oui.
Non, mais disons-nous la vérité. Vous prenez l'État de Est-ce que droit. vous pensez que Vous ces prenez taxes... l'État de droit. Merci bien. Vous pensez que ces taxes sur les hydrocarbures, parce que c'est de ça qu'il s'agit, vous pensez que ces taxes ont commencé à être payées sous Vital Kamere? Non. Alors, journaliste que vous êtes, demandez-vous aussi, depuis des années, où est-ce que cet argent partait? Ne soyez pas de mauvaise foi. Je ne veux pas qu'aujourd'hui nous puissions mettre Vital Kamere sur la croix, juste parce que nous ne voulons pas de sa tête. Sous Félix ou Tshisekedi, seulement... on prône l'état de droit, on prône finalement non détournement, on prône Voilà la bonne pourquoi le gouvernance. chef de l'État, qui est un légaliste et qui est entouré des juristes, a soumis la question ou a ordonné au procureur général de la République de s'occuper de cette question. Et dès lors que la question est entre les mains de la justice, ne demandez pas aux politiciens de se prononcer là-dessus, parce que nous risquons de spéculer ou nous risquons de faire des imputations dommageables qui peuvent être retenues contre nous. Alors nous réservons, mais vous journalistes, comme vous n'avez pas la culture des retenues et des réserves, vous faites-en des bruits, mais allez voir le procureur de la République, demandez-lui qu'en est-il de l'affaire 15 millions, où est-ce que vos enquêtes sont arrivées, et là venez nous informer. Mais nous savons que l'affaire a été portée devant la justice. C'est pour dire que le chef de l'État n'a rien couvert. C'est pour dire que le chef de l'État ne prône pas l'impunité. Voilà. Honorable Jean-Louis, on va évoquer la question de la dissolution de l'Assemblée nationale. Le chef de l'État qui a pris cette habitude de s'entretenir avec le peuple congolais à chaque fois qu'il fait de sortie, à l'étranger particulièrement. Et il y a plusieurs annonces qui, l'on apprend toujours de l'extérieur. À l'UDPS, comment avez-vous accueilli cette nouvelle, cette menace de la dissolution de l'Assemblée nationale? Merci bien. Il n'y a jamais eu menace. J'aurais même souhaité que vous puissiez balancer à l'issue de cette émission l'extrait de cette interview du chef de l'État et que la population comprenne une fois pour toutes qu'est-ce que le chef de l'État a dit à propos de la dissolution. Il n'a jamais menacé quelqu'un. Et il n'a jamais dit qu'il va dissoudre l'Assemblée. Il a dit aux journalistes qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent de dissoudre l'Assemblée. Et il a dit qu'il ne va pas le faire. Mais il y a une condition. Si les éléments sont réunis pour qu'il puisse exercer son droit constitutionnel de dissoudre l'Assemblée, il ne va pas hésiter à le faire. Est-ce que parler au conditionnel, c'est menacé? Ce n'est pas menacé. Il a répondu à une question d'un journaliste qui lui dit « L'opinion publique veut que tu puisses dissoudre l'Assemblée ». Il dit « Oui, moi aussi j'ai appris ça, mais je n'ai pas l'intention de dissoudre. » Mais s'il arrive qu'il y ait dysfonctionnement ou qu'il y ait crise entre l'Assemblée et l'exécutif, je serai amené à dissoudre l'Assemblée. Où est-ce qu'il y a menace là-bas? Mais lorsque les ennemis du peuple, lorsque ceux-là qui ne veulent pas de l'aboutissement de la coalition FCC-CACH se sont saisis de la question, ils ont trouvé que c'était une occasion de pouvoir argumenter ou de pouvoir soulever les bases et de pouvoir les orienter dans ce sens-là. Ce qui n'est pas bon. Journaliste d'investigation... À ce jour, y a-t-il crise ou pas pour parler de cette question? Crise où? À quel niveau? Au niveau des institutions? Il n'y a pas crise. À ce jour, il n'y a pas crise. Comment il y aurait crise lorsque le gouvernement est dirigé par FCC et l'Assemblée nationale dirigée par FCC? Quand est-ce qu'il y aura crise? Donc il faut qu'il y ait d'abord crise au sein de FCC, et c'est cette crise qui peut faire en sorte que les deux organes soient en crise, et là il y aurait conditions où il y aurait opportunité pour le chef de l'État de dissoudre. Mais je vous dis, nous allons terminer ce quinquennat, jamais il y aura crise entre les institutions, parce que Félix Antoine Tshisekedi, qui est un homme de paix, qui est un homme réfléchi, il dirige de main de maître toutes les institutions, et en tant que garant
de ces institutions, jamais il permettra qu'il y ait crise. Il va jouer son rôle d'arbitre et il va orienter les institutions vers la destinée de sa population. Vital Kamerhe pense que Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Janine Bambounda, a franchi la ligne rouge en recadrant les chefs de l'État par rapport à cette question de la dissolution, j'y arrive, mais à l'UDPS, on est resté calme, comme si de rien n'était. Oui, c'est le droit de Vital Kamerhe de s'exprimer. Nous sommes dans la démocratie. Chacun entend ce que l'autre dit à sa façon. Et je suis très content que vous disiez qu'à l'UDPS, les choses sont restées calmes. Parce que nous avons compris les choses autrement. Mabunda n'a pas menacé le chef de l'État. Il a plutôt recadré. Même pas recadré. Elle a, pour ne pas dire, élucidé la question. Parce qu'elle est la présidente de cet organe qui est voulu dissoute par les ennemis de notre peuple. Elle n'a fait que donner les conditions dans lesquelles le chef de l'État peut être poussé à dissoudre l'Assemblée. Elle n'a pas recadré le chef de l'État. Voilà la compréhension que nous avons à l'UDPS. Voilà pourquoi la base de l'UDPS est calme. Vous connaissez cette base. Lorsque on veut piétiner sur ses orteils, elle se saute. Alors, si vous la voyez être calme, c'est-à-dire qu'elle n'a pas trouvé dans ses propos un recadrage ou une provocation. Mais nous sommes dans la démocratie. Au sein de CACH ou au sein de FCC, chacun peut analyser la situation comme il le veut. Vital Kamerhe a analysé de par son expérience d'ancien président de l'Assemblée. Il trouve que les propos du chef de l'État, prononcés devant la représentation du peuple ou prononcés devant un journaliste, ne sont pas sujets à critique ou ne sont pas sujets à discussion. C'est son point de vue que moi je n'épouse pas. Le chef de l'État, c'est un homme. Nous, à l'UDPS, nous les critiquons. Et nous ne pouvons pas réserver le même droit à quiconque de pouvoir critiquer le chef de l'État, sinon nous ferions de lui un monarque. Donc nous prenons la démocratie. Nous prenons la démocratie. Partez aujourd'hui à n'importe quel parlement debout de l'UDPS. Vous aurez toujours deux sons de cloche. Vous aurez ceux qui vous disent, ici et là, le chef de l'État n'a pas bien agi. Le chef de l'État, ici et là, n'a pas mis la personne qu'il faut. Nous les critiquons. Et pourquoi nous ne pouvons pas accepter que de l'autre côté, on puisse aussi les critiquer? Voilà, on va chuter très rapidement parce qu'on est pratiquement à la fin de l'émission. On va parler de l'UDPS Fédération du Haut-Katanga. Vous aviez un nouveau siège au niveau de la place Moïse Tshombe à Lubumbashi, et cela a suscité beaucoup plus de la polémique. Il y a une partie qui pense que, qui ne considère pas ce siège comme celui officiel du parti. Qu'est-ce qui se passe au sein de l'UDPS actuellement? Merci d'avoir posé cette question et surtout vous la posez à la personne qu'il faut. Allez-y, honorable, allez-y. Le siège ou le bâtiment qu'abrite aujourd'hui l'UDPS au niveau de la Poste n'est pas le siège fédéral. Ce bâtiment, c'est un siège parlementaire. Ce bâtiment abrite les bureaux des honorables députés élus de l'UDPS. Et ce bâtiment abrite quelques structures de soutien de l'UDPS, dont le Parlement debout. Et ici, sur le plateau, vous avez le président de ce Parlement debout, ville de Lubumbashi, qui est là. Son bureau est là-bas. Vous avez la Ligue des jeunes qui a un bureau là-bas. Vous avez la Ligue des femmes dont une partie, précisément la commune de Lubumbashi, s'est réunie là-bas. Vous avez tant d'autres structures d'appui aux institutions ou aux personnalités de l'UDPS. Vous avez la COPOP qui s'est réunie là-bas. Ce n'est pas le siège fédéral. Le siège fédéral est bel et bien sur l'avenue N'Djamena. Et la fédération, à ce jour, est dirigée par M. Bruno Tshibang, qui est vice-président, qui est un des vice-présidents de la fédération, mais parce qu'il y avait vide à la tête de la fédération, il a été
coopté pour être président AI de la fédération. Il est secondé par M. Bernard Mikobi et par M. Jean-Louis Mukengi. C'est eux les dirigeants de la fédération. Et la fédération est là où ils sont, c'est-à-dire sur l'avenue Djamena. Mais le siège parlementaire au niveau de la Poste n'abrite pas la fédération. Donc cette question pourquoi de problème autour de ça? Pourquoi d'abord vouloir un siège parlementaire et un siège social ou une fédération? Pourquoi tout ça? Mais à part ces sièges fédéraux ou ces sièges parlementaires, j'ai mon cabinet politique à Makomeno. Est-ce qu'il y a une difficulté par rapport à ça? Le président de la République, avant d'être chef de l'État, il avait son bureau non pas au siège de l'UDPS, son bureau était à la 10e rue, chez lui à la maison. Etienne Tshisekedi de son vivant, il n'a jamais eu un bureau au siège du parti. Son bureau était chez lui à la maison. Et le secrétaire général qui dirige l'exécutif du parti avait son siège ou avait son bureau. Pourquoi entretenir c'est pour dire, cela par le fait que Tshisekedi avait son bureau chez lui, le président de la République en avait chez lui. Pourquoi entretenir ces querelles autour de cette histoire? Les jours que nous aurons un bâtiment à 10 étages, ici sur la ville de Lubumbashi, qui peut regorger et le bureau de la fédération et le bureau pour chaque député, avec son cabinet, c'est-à-dire un directeur de cabinet, un assistant, son chargé de protocole et consorts. Lorsque nous aurons un bâtiment de 10 niveaux qui peut abriter le tout, vous nous verrez ensemble. Voilà, honorable, on va terminer. Y a-t-il quelque chose à ajouter après cet entretien de plus de 45 minutes? Oui, après cet entretien, nous devons remercier notre base. Nous avons une base très forte. Une base qui est toujours à l'écoute de la population. Une base qui en aucun cas n'a ménagé ses efforts pour soutenir le mal ou pour soutenir une antivaleur quelconque. Nous soutenons cette base, nous la félicitons. Et nous disons à cette base louchoise de faire confiance à ses dirigeants. Que cette base fasse confiance à ses fédéraux, que cette base fasse confiance à ses élus qui sont son émanation. Les deux, nous constituons deux organes distincts. Les fédéraux constituent la fédération ou la fédération de Lubumbashi, l'exécutif, et nous, les députés ou les élus de l'UDPS, nous constituons la convention démocratique, qui est l'organe délibérant. Donc, au sein d'une même organisation, au sein d'un même parti, nous sommes ensemble. Chacun doit jouer son rôle comme il se doit. Que le parlementaire debout fasse ses séances de parlement ou ses séances journalières dans le but d'éduquer la masse, dans le but d'élucider des questions qui sont ambiguës. Que nous, députés, nous puissions faire ce que nous devons faire. Nous soutenons le parti et nous sommes élus pour défendre toute la province du Haut-Katanga, pas seulement pour défendre les combattants. Nous sommes là pour tout le monde. Que les fédéraux dirigent la fédération avec toutes les structures statutaires qui y sont. J'en profite de cette occasion pour présenter la DEFAT, parce que vous m'avez présenté en tant que coordonnateur national de la DEFAT, qui est une ASBEL, qui est une organisation ou une structure de soutien et d'appui des œuvres du chef de l'État. Ici, sur ce plateau, nous venons de découvrir avec vous que beaucoup de questions sur la gouvernance de Félix-Antoine Tshisekedi sont dans l'ombre ou restent dans l'ombre parce qu'il n'y a pas de divulgation, il n'y a pas publicité de ce qui se fait à la présidence. Pourtant, voilà le cabinet de plus de 100 membres, pas de communicateurs pour ça, pourtant l'argent sort, on ne comprend pas finalement qu'est-ce qui se passe à la présidence par rapport à cette question. Vous conviendrez avec moi que Félix Tshisekedi a autour de lui des personnes qualifiées, beaucoup de personnes qualifiées. Parce que vous parlez de la communication, Kasongome Mayamba, qui est à la présidence comme chargé de communication, n'est pas le moindre. Qui porte-parole. Porte-parole. C'est le professeur de beaucoup de journalistes que vous êtes ici. Donc, Félix-Antoine Tshisekedi
n'a pas fait des choix au hasard de ses collaborateurs. Mais c'est vrai qu'il y a certaines choses qui doivent être encadrées. Alors la DEFAT, qui est l'alliance des démocrates fascistes, c'est une asbelle qui regorge non seulement les combattants de l'UDPS. Tout Congolais, quel que soit son bord, Lamouka, FCC, Cash, qui trouve qu'il peut soutenir Félix Antoine Tshisekedi, qui trouve qu'il a une idée qu'il peut porter à la conscience de Félix Tshisekedi pour la bonne marche de la République, il peut adhérer à la DEFAT. Et la DEFAT est cette voie autorisée pour pouvoir communiquer tant avec le public sur ce que fait le chef de l'État, toi de communiquer avec le chef de l'État sur les désirata de la population. Merci honorable. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous suivre. On se retrouve prochainement. Ça sera le samedi prochain avec une autre personnalité.